Alors, pour continuer voilà, sur l'exploration de la prise en charge des jeunes filles mineures, on va maintenant accueillir M. Arthur Melon, qui est le secrétaire général de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Merci pour votre invitation. Je ne sais pas combien de temps j'ai devant moi. Jusqu'à 13 heures. Entendu. Alors, excusez-moi, je vais être très express dans mes propos et sélectionner ce qui va me sembler être le plus essentiel vous concernant. Je vais notamment voir des aspects juridiques. Il a été question, avec les propos de ma prédécesseuse, de la façon dont on va définir notamment ce que c'est que la prostitution. Je pense que ça serait intéressant qu'on commence par là, parce que comme il a été dit, il y a beaucoup de représentations dessus. Chacun, de par ses valeurs, a un jugement sur ce que peut être ou ce que n'est pas la prostitution. Donc on va notamment commencer par voir ce qu'en dit la loi, et je vais essayer de vous brosser dans le temps qui m'est imparti un tableau général des conduites prostitutionnelles chez les mineurs. Alors en attendant qu'on puisse afficher le diaporama, je vais vous présenter en quelques mots notre association, mais très rapidement. Donc l'association Agir contre la prostitution des enfants a été créée en 1986 pour alerter la population sur tous les phénomènes d'exploitation sexuelle des mineurs. À l'origine, c'était essentiellement dans le cadre du tourisme sexuel, à une époque où ce n'était pas connu du tout du grand public. Donc les moyens d'action étaient des campagnes de sensibilisation, de plaidoyer sur ce sujet. Par la suite, nous avons également mis en place, merci beaucoup monsieur, des actions en justice. Donc on se constitue partie civile dans des procès essentiellement pour proxénétisme, mais également sur toutes les formes de violences sexuelles commises à l'encontre des enfants. Dans ce cadre, on accompagne également des parents qui viennent nous demander de l'aide dans leur démarche judiciaire ou leur démarche administrative. Et depuis une dizaine d'années, l'association se concentre plus spécifiquement sur les conduites prostitutionnelles des adolescents en France. Maintenant que le tourisme sexuel et l'exploitation sexuelle des enfants à l'étranger, tout le monde sait que ça existe. Il y a un gros travail à faire encore aujourd'hui sur ce qui concerne ce phénomène sur notre territoire. Donc on a mis en place différents outils. Vous pourrez prendre et consulter des guides que nous avons faits à destination des professionnels, à destination des parents, et une étude que nous avons réalisée sur ce sujet. Tous ces documents sont disponibles et téléchargeables gratuitement sur notre site internet acpe-asso.org. acpe-asso.org. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en commençant par la définition. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de définition légale de la prostitution. La définition est seulement jurisprudentielle et la définition actuelle date de 1996. La voici. La prostitution consiste à se prêter moyennant rémunération à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Alors, on va essayer de décortiquer cette définition. Donc, il y a besoin de 3 critères pour qu'on puisse savoir si on est dans une situation prostitutionnelle ou non. D'abord, c'est le contact physique. La précédente définition jurisprudentielle avait dans sa définition le terme rapport sexuel. Il a été remplacé par contact physique parce que maintenant il n'y a plus besoin d'acte de pénétration pour considérer que le contact physique soit constitutif de l'acte prostitutionnel. Donc des masturbations par exemple suffisent pour considérer que ce contact physique peut être à caractère prostitutionnel. Il faut également, bien entendu, une rémunération. Cette rémunération n'est pas forcément d'ordre financier, mais c'est peut-être un cadeau, un service, donc une nuit d'hôtel, un sac à main, un ticket de métro. Tout ça, ça constitue une contrepartie qui peut rentrer dans la définition de la rémunération. Et puis, un élément extrêmement important, c'est la volonté de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. C'est très important parce que ça permet de distinguer les situations dans lesquelles on a un échange économico-sexuel hors prostitution et les situations dans lesquelles on a un échange économico-sexuel à caractère prostitutionnel. Par exemple, si un adulte obtient de la part d'un enfant une fellation ou si un adulte pénètre sexuellement un enfant et que par la suite il lui remet 20 €, on ne peut pas décemment considérer qu'il s'agit d'un acte de prostitution parce qu'il s'agit essentiellement d'une violence sexuelle, d'un viol. De la même manière, si un couple a un rapport sexuel et qu'à la suite de cela, l'un des partenaires fait un cadeau ou invite l'autre au restaurant, on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'une relation à caractère prostitutionnel. Donc finalement, ce troisième élément est extrêmement important. D'ailleurs, je vais vous lire, si vous le souhaitez, une circulaire
du ministère de la Justice qui expliquait de quelle façon appliquer la pénalisation du recours à la prostitution de mineurs. Et voilà ce qui est écrit. Le Code pénal ne sanctionne pas toute relation de nature sexuelle avec un mineur qui donnerait lieu à une rémunération, seuls étant réprimés les comportements qui interviennent dans le cadre d'une relation de prostitution. En effet, pour que le délit soit constitué, les nouvelles dispositions exigent à la fois l'existence d'une rémunération et le fait que le mineur se livre à la prostitution. Et pour savoir si une personne se livre à la prostitution, il faut se référer au troisième critère. Vous remarquerez que j'ai triché parce qu'il y a écrit besoin sexuel dans la jurisprudence et on n'aime pas trop cette notion qui un peu légitimise de soi-disant pulsion sexuelle de la part des clients et qui légitimerait le fait d'avoir recours aux achats d'actes sexuels. Alors, comme je disais, la rémunération, il faut l'entendre au sens large, donc c'est toute contrepartie, qu'elle soit financière ou non. Alors, le phénomène en France. Donc, on n'a aucune statistique pour savoir combien de mineurs sont concernés par la prostitution. En 2013, l'association avait essayé de recouper des données issues du terrain et était parvenue à une estimation de 5 à 8 000 mineurs prostitués. Ce chiffre a été repris par des institutions et par des médias, mais de notre propre aveu, on n'a aucun moyen de savoir si ça s'approche de la réalité ou pas. Évidemment, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais vraisemblablement, il est en augmentation, parce que des professionnels nous expliquent qu'ils constatent de plus en plus de cas dans le cadre de leur travail. La question est, est-ce que c'est parce qu'on les repère mieux ou est-ce qu'il y a véritablement une augmentation ? Je pense que la vérité est entre les deux, parce qu'il y a quand même des facteurs qui nous permettent de penser que la conduite prostitutionnelle est moins impensable et improbable qu'auparavant. On pense notamment à la facilitation par les réseaux sociaux, on pense à la culture pornographique, on pense à l'effet Zaya, et tout un contexte qui fait qu'on valorise beaucoup plus le capital beauté sur le capital intellectuel. Voilà, tout un ensemble de facteurs qui fait qu'il est de moins en moins improbable pour un adolescent d'adopter des conduites prostitutionnelles, tout en rappelant que, par exemple, pour beaucoup d'adolescents, une fellation, ce n'est pas un rapport sexuel parce que ce n'est pas une pénétration vaginale. Donc, et bien entendu, énormément des adolescents qui adoptent des conduites prostitutionnelles expliquent qu'à leurs yeux, il ne s'agit pas de prostitution, mais il s'agit de michetonnage, d'escorting, etc. Alors, on n'a du coup aucune statistique pour savoir est-ce que ça concerne majoritairement des filles ou des garçons, mais l'expérience nous montre que la plupart du temps, il s'agit quand même de filles. Mais là encore, il y a un énorme travail à faire pour mieux repérer les garçons qui sont dans cette situation, parce que c'est déjà un énorme tabou de parler de prostitution chez les mineurs, mais encore plus quand il s'agit de parler de prostitution de garçons. Donc, on pourrait estimer que à peu près 20% des mineurs prostitués seraient des garçons, si on essaye de comparer avec ce qu'on voit chez les adultes et ce que les professionnels de terrain constatent au quotidien. Contrairement à une idée reçue, la prostitution des mineurs, ça concerne toutes les catégories sociales, pour la bonne et simple raison qu'un mineur, malgré le discours, ne se prostitue pas pour des raisons financières. Un mineur, il va être certes peut-être très attiré par les affaires de luxe, par le fait de gagner beaucoup d'argent, mais quand on creuse, on s'aperçoit que c'est pour des considérations identitaires, pour des raisons psychologiques, dans un contexte social que ça s'inscrit. Et finalement, derrière le discours, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce soi-disant appât du gain qui va motiver le fait de se livrer à la prostitution. Et heureusement, parce que si tous les adolescents qui voulaient devenir millionnaires se livraient à la prostitution, on aurait un sérieux problème. Ce qu'on constate, c'est qu'auparavant, les conduites prostitutionnelles apparaissaient plutôt aux alentours de 15-16 ans et que plus ça va, plus on a des conduites précoces. Et aujourd'hui, il n'est pas rare que dès le collège, donc vers 11-12 ans, on ait déjà des conduites prostitutionnelles. Ça, c'est vrai à la fois du côté des personnes prostituées, mais aussi du côté des proxénètes qui deviennent de plus en plus jeunes. Et c'est pas rare qu'on ait maintenant des proxénètes qui ont le même âge que leurs victimes. Et au niveau du contexte, alors la CPE a toujours été pionnière dans la dénonciation des conduites prostitutionnelles et de l'exploitation sexuelle. Pendant très longtemps, les actions qui ont été menées ont été un peu des coups d'épée dans l'eau et des cris dans le désert parce que c'était extrêmement compliqué de mobiliser les institutions et de faire parler les professionnels sur ce sujet. On constate maintenant que
Il est de plus en plus facile de parler de ce phénomène et les institutions s'en saisissent, mais maintenant on se rend compte qu'on est face à une absence d'information, il y a peu d'études, peu de littérature scientifique sur le sujet, on a peu de solutions, donc on est passé du tabou à l'ignorance. Alors quelques autres considérations légales, je suppose que ça doit intéresser beaucoup d'entre vous. D'abord, on entend parfois des professionnels qui disent « mais cette jeune fille, elle est d'accord pour se prostituer, elle a dit qu'elle y va volontairement et qu'elle est tout à fait d'accord avec cette situation, donc finalement, on ne peut pas l'en empêcher parce que la prostitution, ce n'est pas un délit. » Alors certes, la prostitution, ce n'est pas un délit, mais la prostitution des mineurs est quand même interdite, et ce depuis 2002. Donc la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République. Et on voit bien qu'il n'est pas ici question de savoir si le mineur en question est consentant, mais tout simplement, on interdit aux mineurs de le faire. Et ce, malgré ce mythe qui persiste et qui a la vie dure de la majorité sexuelle. Donc on entend très souvent cet adolescent à 15 ans, cet adolescent à 15 ans et 3 mois, ou cet adolescent à 16 ans, il a la majorité sexuelle, donc il fait absolument ce qu'il veut de son corps. S'il veut se prostituer, c'est son problème. Eh bien non, la majorité sexuelle n'existe pas et la prostitution des mineurs, comme on vient de le voir, est interdite, qu'ils soient d'accord ou non pour le faire. Je ne crois pas qu'on va prendre le temps de voir le petit tableau où je vous ai récapitulé quels étaient les âges légaux pour avoir des relations sexuelles. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'âge minimum pour avoir le droit d'avoir sa première relation sexuelle. Tout dépend des âges des partenaires. Mais surtout, comme on le voit dans la colonne de droite, la prostitution n'est légale qu'à partir de 18 ans. Alors, ce n'est pas parce qu'un mineur se prostitue et qui contrevient à la loi qu'il va être considéré comme étant délinquant. Un mineur qui se prostitue est considéré par la loi comme étant en danger. Et la loi ne requiert qu'il relève de la protection du juge des enfants pour une procédure d'assistance éducative. Donc, bien entendu, un mineur qui se livrerait à la prostitution n'a absolument rien à craindre de la justice, même si on peut lui expliquer en toute transparence que ce qu'il fait est interdit. Alors, il y a une autre infraction sur laquelle j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps, c'est celle de traite des êtres humains. Alors, on entend très souvent que la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, c'est pour les filières internationales très organisées ou c'est pour les réseaux dans lesquels il y a manifestement le désir de porter atteinte à la dignité humaine, etc. Donc chaque professionnel a un petit peu sa propre définition de ce qu'est la traite et de quand ça doit s'appliquer. Donc je souhaiterais juste prendre quelques petites secondes pour faire un rappel sur ce qu'est la traite des êtres humains. Il se trouve que la CPE fait partie du collectif Ensemble contre la traite des êtres humains. Vous avez ici présente notre coordinatrice Geneviève Collat. Et nous avons fait des outils pour un petit peu faciliter la compréhension de ce phénomène. Je vous montre un schéma que nous avons fait. Pour rappel, la traite des êtres humains, c'est un acte, des moyens et une finalité. Donc pour ce qui nous concerne, la finalité, ce sera le proxénétisme qu'on voit en bas à droite. Voilà les trois actes constitutifs de ce qu'est la traite des êtres humains. Sauf que, concernant les mineurs, les moyens ne sont pas requis pour caractériser l'infraction, parce qu'on considère que, de par la minorité de la victime, la contrainte est supposée. Ce qui veut dire qu'en matière de traite des mineurs à des fins d'exploitation sexuelle, il n'y a plus que ces critères qui sont valables. C'est-à-dire tout acte qui vise à participer à des actes de proxénétisme sur des mineurs. Ce qui veut dire qu'en France, techniquement, aux yeux de la loi, tout mineur victime de proxénétisme peut être reconnu victime de traite des êtres humains. Et vous avez encore une fois tous les détails de la loi, si vous le souhaitez, dans l'étude que nous avons faite. Si vous voulez plus de détails sur la traite des mineurs de manière générale, pas que sur l'exploitation sexuelle, mais sous toutes ses formes, vous pouvez aussi aller sur le site contrelatraite.org, c'est le site du collectif où vous aurez 2 outils de sensibilisation sur ce sujet. Alors, comment ça s'organise un petit peu concrètement les réseaux de proxénétisme? Alors, simplement une petite parenthèse, on entend beaucoup parler dans les médias de proxénétisme de cité, qui est un terme qui nous agace énormément parce qu'il stigmatise beaucoup encore les classes populaires. Et à la CPE, nous recevons
des parents qui viennent de toute catégorie sociale, des plus aisés aux plus modestes, et on peut témoigner du fait que ça concerne vraiment tout le monde. Donc nous vous invitons à essayer d'éviter d'avoir recours à l'expression proxénétisme de cité. Donc comme je vous disais tout à l'heure, l'enrôlement est vers maintenant 14-16 ans, mais on observe que de plus en plus les victimes deviennent de plus en plus jeunes. Et de manière générale, elles sont recrutées par des amis, des personnes qu'elles connaissent déjà. Donc ça va être une copine de collège, une copine de foyer, un petit copain. Donc il va toujours y avoir un intermédiaire, quelqu'un qui est connu de la victime et qui va l'encourager à se livrer à la prostitution. Très souvent, ça ne va pas être le terme prostitution qui va être utilisé, mais accompagnement, domination, escorting, michonnage, etc. On observe néanmoins qu'avec justement le rôle d'Internet qui devient de plus en plus important, des victimes sont recrutées par des parfaits inconnus. Et je crois qu'on va voir, voilà, je vous montrerai des illustrations de comment est-ce que les proxénètes recrutent les victimes. On est sur des réseaux qui sont de plus en plus mobiles et difficiles à appréhender parce que ce sont des petits réseaux de 5 à 10 personnes, à peu près moitié de proxénètes, moitié de victimes. Donc vous avez le proxénète qui va recruter, celui qui va faire les réservations de chambres d'hôtel, celui qui va mettre les annonces sur Internet, celui qui va faire la sécurité, celui qui va faire les courses, etc. etc. Donc en général, vous avez 4 ou 5 jeunes hommes ou parfois des jeunes filles qui vont se répartir les tâches pour organiser cette activité. En général, en tout cas en région parisienne, ce qu'on observe, c'est que c'est quasiment jamais sur la voie publique que ça se passe, mais dans des appartements ou des chambres d'hôtel. On observe que dans certaines villes comme Lille ou Marseille, on observe davantage de prostitution dans la rue. En tout cas, pour ce qui concerne l'Île-de-France, ça va être des appartements Airbnb, des chambres Formule 1, Ibis Budget, etc. Ils vont y rester quelques jours, parfois une semaine, et ils vont bouger de département en département, parfois de région en région, ce qui rend compliqué de repérer les réseaux, d'autant qu'ils changent en permanence de numéro de téléphone parce que c'est des puces prépayées. Donc pour les enquêtes et pour retrouver la trace de ces réseaux, c'est compliqué. Ils sont très interconnectés, donc en l'espace d'un mois, vous pouvez avoir une jeune fille qui va passer entre les mains de 3 ou 4 proxénètes. Donc pour essayer de dessiner les réseaux et les relations, c'est un travail de titan qui demande énormément de moyens. Ces victimes... Oui, très bien. Ces victimes, comme je vous le disais tout à l'heure, elles ne sont pas véritablement motivées par l'appât du gain, malgré les apparences et malgré leur discours. Et la preuve en est que parfois, en recevant 10 clients par jour, elles rapportent 30 à 40 000 euros à leur proxénète, mais ne touchent quasiment rien des recettes qu'elles engendrent. Et la plupart du temps, elles ont des violences physiques, des violences psychologiques, elles peuvent être séquestrées, elles peuvent être kidnappées. Donc on est véritablement sur de la prostitution violente, on n'est pas, malgré un peu la glamourisation qu'on peut voir parfois, faire de l'amour contre de l'argent. Hein. Alors on m'a demandé d'expliquer la différence entre prostitution et michetonnage. Alors dans l'esprit des adolescents, la prostitution c'est dans la rue, et le michetonnage, c'est pas dans la rue, pour faire simple, hein, parce que très souvent on entend, je reprends leur terme, moi je suis pas une pute parce que je suis pas sur le trottoir. Du point de vue strictement objectif, le michetonnage, c'est séduire une personne, ce qu'elles appellent un pigeon, pour lui extorquer des cadeaux, des sacs à main, des téléphones, des sorties en boîte, des restos. Donc elles vont les chercher dans des bars à chicha, elles vont les chercher dans des boîtes de nuit, etc. Le but du jeu, c'est d'en avoir le plus possible en faisant le moins, sauf que quand on a 15 ans et qu'on est avec un homme de 30 ans, quand il veut obtenir ce qu'il veut, surtout s'il a payé, il sait l'obtenir. Donc on arrive parfois sur des violences, parfois des viols en réunion, etc. Certaines des jeunes filles ne parviennent pas à faire en sorte de se protéger et à refuser les actes sexuels. Donc on est véritablement sur de la prostitution, puisque on est affaire à des personnes qui acceptent d'avoir des relations sexuelles pour obtenir des contreparties, le plus souvent d'ordre matériel ou des services. Ce que j'ai oublié de préciser par rapport à la définition de la prostitution, c'est que comme on a vu, le premier critère, c'est le contact physique, ce qui peut sembler complètement évident. Sauf que il y a de plus en plus d'adolescents qui s'initient aux conduites prostitutionnelles par le biais d'Internet, par l'intermédiaire d'écran, en échangeant des photos ou des vidéos à caractère pornographique, en échange par exemple de rechargement de forfaits téléphoniques ou de cadeaux.
De notre point de vue, à CPE, il s'agit de conduite prostitutionnelle parce que c'est mettre son corps à disposition d'autrui à des fins sexuelles dans le but d'avoir une contrepartie. Mais du point de vue légal, on ne peut pas dire qu'il s'agit de prostitution stricto sensu puisqu'il n'y a pas de contact physique. Alors, il me reste 5 minutes, donc je vais simplement vous montrer comment ça se passe sur Internet, parce que maintenant, c'est sur l'essentiel de la prostitution, que ce soit pour les mineurs ou les majeurs, passe par les réseaux sociaux et les sites Internet. Donc, je vous ai pris 3 exemples parmi des centaines de sites et d'acteurs numériques. Donc, Viva Street, site d'annonces type Le Bon Coin, où vous pouvez acheter et vendre des canapés, des voitures, des frigidaires, etc. Et vous avez une catégorie rencontres erotica, où vous avez des milliers d'annonces qui ressemblent à celle-ci, de jeunes filles qui, bien entendu, expliquent être majeures, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est mineur, et qui ne proposent non pas de la prostitution, parce que c'est interdit, mais proposent, alors là on a massage, accompagnement, striptease. Et là on a massage, striptease, domination. Donc des exemples comme ça, vous en avez des milliers, pas que sur Viva Street, mais sur plein d'autres sites internet, avec des positions extrêmement suggestives, des jeunes filles qui ont l'air très jeunes. Il est par contre très difficile de savoir si elles sont mineures ou majeures, de l'aveu même parfois des parents qui recherchent désespérément leur fille et qui, faisant leur enquête sur internet, tombent sur leur jeune fille qui pose avec les tarifs. Donc vous imaginez bien que c'est extrêmement éprouvant pour eux. Donc c'est comme ça que les réseaux rentrent en contact avec les clients et qu'ensuite ils donnent rendez-vous dans des chambres d'hôtel. Vous avez aussi des contacts directement entre les clients et les mineurs prostitués à l'initiative souvent des clients. Donc là vous avez un site de messagerie instantanée qui s'appelle coco.fr qui semble être vraisemblablement spécialisé sur les questions de sexualité, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais il n'est question que de ça sur ce site. Donc on a écrit qu'on avait 18 ans et qu'on s'appelait Petite Lolita Jeune. Il n'est pas possible de dire qu'on a moins de 18 ans. Et donc on a un monsieur qui nous propose entre 100 et 600 € pour du sexe et qui nous demande une photo et un numéro de téléphone. Autre exemple, un monsieur de 60 ans qui nous demande si on veut du sexe avec un homme mûr. On explique que c'est 150 € de l'heure et il nous demande quel âge on a. Donc on explique qu'on a 14 ans. Est-ce que c'est OK pour toi? Ah oui, je suis libre tout de suite. Et enfin, comment est-ce que les proxénètes recrutent les victimes? Alors là, on vous a pris l'exemple d'Instagram. Donc sur Instagram, qui est une application où vous pouvez poster vos photos de vacances ou vos photos de nourriture, etc. Vous pouvez aussi taper les mots-clés argent facile et vous tombez sur des personnes qui vous proposent des plans d'argent facile et il suffit de leur envoyer un message en privé pour savoir de quoi il s'agit. Un autre exemple, voilà, argent facile rapide, plan argent, personne sérieuse, venez en privé. Donc qu'est-ce qui se passe quand une jeune fille voit ça et qu'elle est intéressée? Elle contacte la personne qui lui donne rendez-vous, qui lui explique, c'est hyper simple, en fait, c'est pour faire de l'accompagnement, on va te montrer, c'est pas compliqué. Et là, ça peut commencer très rapidement dans les chambres d'hôtel, d'autant qu'il y a de plus en plus de pratiques qui consistent à tester ou à faire des castings de jeunes filles. Donc ça veut dire qu'avant de recevoir les clients, les proxénètes lui passent tous dessus pour voir si elle fait bien l'affaire et ensuite elle commence son travail. Voilà, excusez-moi, j'ai dû être très rapide et avec des propos un peu crus pour aller vite. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur la prostitution des mineurs et sur la traite. Et je vous rappelle que donc, vous pouvez avoir des guides pratiques à disposition sur notre site acpe-asso.org. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, éventuellement? Hervé? Je voulais savoir si c'était les mêmes phénomènes pour la traite, par exemple, les enfants pour la mendicité, pour les vols. Alors oui, sur les phénomènes de traite à des fins d'exploitation sexuelle, très souvent ça va être qualifié pour les filières nigérianes ou les filières roms. On est sur des mécanismes de recrutement et d'emprise qui sont assez différents, donc on n'est pas véritablement sur les mêmes types de publics, on n'est pas sur les mêmes types d'accompagnement en termes en termes éducatifs ou les mêmes types d'enquêtes.
Là, ça va être assez différent dans l'approche. Nous, là, ce que je vous ai montré, c'est essentiellement des mineurs français qui sont nés sur le territoire, qui sont allés à l'école en France, etc. Et qui, pour des raisons dont je vous passe les détails, à un moment adoptent des conduites prostitutionnelles. Mais c'est effectivement très différent des filières nigérianes et roms, même si finalement on est sur les mêmes qualifications juridiques. On est de plus en plus demandé pour faire de la prévention dans les écoles, ce qui est très nouveau parce que les premières actions qui ont été menées par la CPE en 2013, c'était un guide pédagogique à destination du corps enseignant pour qu'ils puissent faire, ah bah vous l'avez pas, c'est dommage, pour qu'ils puissent faire leurs 3 séances de prévention, vie affective et sexuelle. Quand ce guide a été créé, ça a été avec la subvention du Conseil général de l'Essonne. Et même dans le Conseil général de l'Essonne, on n'a pas réussi à tester ce guide dans un seul établissement scolaire parce que les réponses étaient « Votre outil est formidable, mais chez nous, ce n'est pas la peine de l'utiliser parce qu'il n'y a rien, mais allez peut-être voir dans l'établissement d'à côté. » Et aujourd'hui, on a des proviseurs qui nous appellent à folie en nous disant qu'ils sont débordés par des cas de prostitution. Notre outil, malheureusement, il est trop vieux maintenant, les sites internet ne sont plus à jour, donc il faut qu'on en crée un nouveau. Donc on va être amené le plus rapidement possible, on l'espère, à intervenir de nouveau dans les écoles. Mais c'est très nouveau qu'on nous demande de venir parler aux élèves. Oui, il y a une très forte corrélation entre les conduites prostitutionnelles et la consommation de stupéfiants, que ce soit l'alcool, le cannabis, la cocaïne, pour 3 raisons. D'une part, parce que les réseaux de trafic de stupéfiants sont de plus en plus intéressés par la proxénétisme, qui est très facile à mettre en place, très lucratif, et qui pour le moment a une réponse pénale moins effrayante que le trafic de stupéfiants. Du coup, les personnes qui consomment et qui fréquentent des dealers, statistiquement, ont plus de chances de rencontrer des personnes qui sont aussi dans le proxénétisme. La drogue, c'est aussi une façon pour les proxénètes de maintenir l'emprise. Donc on a des affaires dans lesquelles les jeunes filles expliquaient que pendant une semaine, la cocaïne était gratuite et qu'ensuite il fallait payer, mais il fallait payer, on sait comment. Et c'est aussi une manière pour les victimes de tenir le choc parce qu'elles reçoivent parfois jusqu'à 10 clients par jour, elles ont des traumatismes extrêmement forts et elles disent c'est pour nous, c'est une manière de tenir le rythme, de penser à autre chose. Lorsque vous faites des interventions dans les collèges et les lycées en prévention, quels sont les arguments que vous employez, notamment dans les filles ? Alors pour le moment, du coup, on n'a pas réussi à mettre en place le précédent programme de prévention, donc on est en train de travailler sur un nouveau programme, et l'approche est psychosociale, c'est-à-dire que pour les collégiens 6e, 5e, c'est non pas leur parler de sexualité stricto sensu, mais à leur donner des clés pour pouvoir plus facilement se protéger de l'influence d'autrui. Par exemple, comment on apprend à un enfant de 12 ans à dire non quand tout le groupe de copains dit fais ceci, fais cela. Comment est-ce qu'on fait, nous, pour dire j'ai pas envie, ou comment on fait pour dire j'ai mal, etc. Donc l'approche par les compétences psychosociales pour donner les clés humaines et relationnelles pour respecter les autres et pour se respecter soi. Et ensuite, vers la 4e, la 3e, là on aborde plus spécifiquement les questions de sexualité et notamment les questions prostitutionnelles. Mais en fait, tous les sexologues disent que la prévention, ça se fait dès la maternelle en apprenant des notions de base de j'ai le droit de dire non quand on ne me touche pas mon corps si j'ai pas envie qu'on me touche, etc., etc. Des choses qui s'appliquent dans tous les domaines de la vie et qui vont s'appliquer plus tard sur les questions de sexualité. Mais même si c'est très bien de faire de la sensibilisation au lycée ou fin de collège sur ces questions, parce que vaut mieux tard que jamais, dire que la prostitution c'est pas bien quand pendant 5 ans des adolescents ont été abreuvés de télé-réalité ou d'autres choses qui ont fait qu'il faut ramer à contre-courant, c'est déjà un petit peu trop tard. Oui, j'avais une question sur les chiffres, parce que dans la pratique, sur le terrain, on remarque effectivement, on a l'impression du moins d'une augmentation de cette problématique. Donc du coup, la question sur les chiffres, est-ce que c'est réel? Si notre impression du terrain est confrontée également avec l'empirique?
Alors lundi, on a rencontré l'équipe du 116 000 qui gère le numéro pour les enfants disparus, donc les fugues, les disparitions. Donc l'équipe du 116 000 nous a dit que sur tous les cas de signalement de fugue ou disparition, dans la majorité des situations, les conduites à risque sont d'ordre prostitutionnel. Donc ils ont quand même sont quand même un bon observatoire pour essayer de voir de manière large toutes les différentes formes de mise en danger chez ces mineurs. Et ils nous disent que le phénomène prostitutionnel arrive en tête sur tous les phénomènes chez les mineurs. Donc oui, il y a véritablement une très grande inquiétude de la part de beaucoup de professionnels de terrain et d'institutions qui constatent que ce phénomène s'accroît de manière très rapide. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Une dernière question. Nous allons devoir interrompre pour la pause. Merci, Monsieur Melon. Merci.